ici Julien Douet, qui est historien spécialisé en histoire sociale et politique contemporaine. Il est un des responsables de l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale, basé à Sèvres, un des principaux centres d'archives de Wallonie et de Bruxelles. Il publie régulièrement des articles très fouillés, par exemple dans Espace Liberté, magazine laïque bien connu, dont il a été membre du comité de rédaction pendant très longtemps, ou encore dans Aide Mémoire, revue des territoires de mémoire de Liège. Entre autres, un très long article récent sur l'idéologie de l'amiral Horthy, le dictateur hongrois. Encore en 2016, il y a eu un article dans la newsletter de l'association PLSDAT, dont il est membre, et dont le thème est très proche de la conférence qu'il va nous donner. Cher ami, je te donne la parole. Merci. Il est même tellement proche que, grosso modo, la conférence que je vais vous donner est une adaptation, je veux dire, de l'article qui avait été publié en son temps. Et donc, le point de départ de la conférence et de l'article, c'est ce que Robert Fallony, dans son historique du Parti Socialiste, donc Robert Fallony a fait la suite, grosso modo, de ce qu'avait fait Liebman, qui s'était arrêté à un moment donné. Puis il y a eu des ouvrages qui ont fait la liaison, et puis Robert Fallony a fait de l'immédiate après-guerre, deuxième, jusqu'à 2006, année de publication. Et dans l'ouvrage qu'il consacre aux 50 dernières années du Parti Socialiste, il y a ce passage qui dit « Rituel encore, et du moins bon, lorsqu'en fin de congrès, l'assistance ayant entonné l'international, avec le peu de paroles qu'elle en savait, c'est précise, il se trouvait toujours au fond de la salle un groupe de moustiques pour ajouter en guise d'exemple « à bas les calotins ». Je ne la chante pas parce que je chante très mal, voilà. Mais il se fait que je fais partie du groupe de moustiques, pas forcément au Parti Socialiste, mais à la FGTB, qui prend un malin plaisir systématiquement à crier le « à bas les calotins ». Et c'est vrai que il y a eu un moment donné où je me suis posé la question, mais tiens, on le dit, nous on le fait à chaque fois, mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que nous on le dit et pas à d'autres endroits? Et donc justement, par rapport à qui le dit, avant de venir sur d'où ça vient, et de ce que moi j'ai identifié de d'où ça vient, c'est que c'est attesté au sein du Parti Socialiste et au sein de la FGTB. Ça, c'est sûr, à ces deux endroits-là, ça se pratiquait et ça se pratique encore plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins grand monde qui le fait, mais ça se pratique. Par contre, grosso modo à la gauche du PS, et sauf témoignage inverse ce soir, mais en tout cas depuis l'apparition de l'article, et pour préparer l'article, personne n'avait contredit cela, ça ne se pratique pas chez les anarchistes, ça ne se pratique pas au Parti communiste, ça ne se pratique pas dans les différents groupes trotskistes, et ça ne se pratique pas non plus dans les différents groupes maoïstes. Donc grosso modo, la gauche radicale, tout ce qui est à la gauche du PS, ne fait pas après l'international le abat les calotins. C'est une tradition plutôt social-démocrate pour le simplifier, et on viendra, je viendrai sur le pourquoi. Alors simplement, il y a deux raisons à mon sens qui font que ça ne se pratique pas, outre le fait que vous verrez que l'origine du abat les calotins est très marquée, mais deux autres explications sur le fait que ça ne se pratiquerait pas, je reste au conditionnel, ailleurs, c'est hormis les anarchistes, ce sont des groupes politiques qui arrivent après la Première Guerre mondiale. Or, le abat les calotins et toute cette tradition que je vais expliquer, le contexte d'apparition est quelque chose qui est avant, c'est le tournant entre la fin du 19e et le début du 20e que ça va se mettre en place. Et donc, c'est très particulier à cette histoire-là. Et donc, les partis qui viennent après n'intègrent pas, mais hormis les anarchistes, puisque eux sont avant. Donc, mais ils n'ont pas forcément cette tradition, n'intègrent pas l'international forcément comme un des champs. L'autre explication,
et ça pourrait être un point de débat, c'est que l'analyse de classe va primer sur l'analyse religion-laïcité et le clivage classe-condition. La fracture socio-économique et les questions socio-économiques vont être privilégiées. Pour illustrer ce propos, je ne serai pas trop long là-dessus, mais dans socialisme et religion, Lénine met bien les choses en place, et grosso modo tous les mouvements, hormis les anarchistes s'en réfèrent quand même, sera absurde de croire que dans une société fondée sur l'oppression sans borne et l'abrutissement des masses ouvrières, les préjugés religieux puissent être dissipés par la seule propagande. Oubliez que l'oppression religieuse de l'humanité n'est que le produit et le reflet de l'oppression économique au sein de la société serait faire preuve de médiocrité bourgeoise. Ni les livres ni la propagande n'éclaireront le prolétariat s'il n'est pas éclairé par la lutte qu'il soutient lui-même contre les forces ténébreuses du capitalisme. L'unité de cette lutte réellement révolutionnaire de la classe opprimée combattant pour se créer un paradis sur la terre nous importe plus que l'unité d'opinion des prolétaires sur le paradis du ciel. Ça reste, à mon sens, le pourquoi tous les partis que je vous ai dit à la gauche, du Parti socialiste, ne sont pas là-dessus. Encore aujourd'hui, on le voit bien sur le clivage laïcité, on va y revenir dans le débat, mais on voit bien qu'ils sont moins clairs qu'à un certain moment, en partie, à mon avis, essentiellement là-dessus, au niveau des éléments. Et le dernier aspect, c'est que ce fait de dire « ah ben les calotins », c'est quelque chose de francophone. Notamment parce qu'en néerlandais, ça ne fonctionne pas, déjà. Alors, mon néerlandais étant ce qu'il est, je ne vous le prononcerai pas, je renverrai vers l'article ou après la conférence, je vous le dirai, mais en aparté, pour éviter cet incident. Mais grosso modo, il y a deux autres rimes qui fonctionnent des fois en néerlandais, qui sont utilisées en néerlandais, qui renvoient à la question du rouge éventuellement, ou à la question de on a gagné. Ceci dit, depuis la publication de l'article, j'ai notamment un haut responsable de la FGTB qui m'a témoigné que dans sa famille, pourtant néerlandophone, mais où on parlait le français, l'international se chantait encore bien en français, et la tradition du « abat les calotins » à la fin était prononcée. Donc, c'est quelque chose, mais il le chantait en français pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas que francophone comme utilisation, même si ça reste quelque chose qu'il faut. Donc, en résumé, la pratique de dire « abat les calotins » à la fin de l'international, c'est une pratique qui est essentiellement liée à la social-démocratie belge francophone et qui s'est mise en place, on va y revenir, au 19e, 20e siècle. En effet, à ma connaissance, pareillement, et j'y reviendrai, ça n'est pas d'application en France non plus. Les Français n'ont pas cette tradition de faire le « abat les calotins » à la fin de l'international. Ça semble vraiment, mais il y a des facteurs d'explication sur lesquels je reviens. Et donc, puisque c'est quelque chose qui est mis en place à la fin du 19e, début 20e et dans la social-démocratie belge, la question a donc à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'au sein du POB, on en revient à affirmer, à faire cette affirmation bien plus. Alors, un des éléments qui va distinguer à un moment donné l'histoire sociale en Belgique de l'histoire sociale en France, c'est en partie la mainmise du poids, le poids de l'Église catholique en Belgique, qui va être assez vite différent du poids que en France il va pouvoir avoir. On ne va pas faire l'histoire politique française, mais fin du 19e, début 20e, il règle cette question-là, entre guillemets, il reste des problèmes, mais la question, et le mouvement ouvrier repart sur autre chose. En Belgique, ça ne va pas arriver. On va rester dans ce clivage-là qui va faire que ça se pose différemment. Et cette mainmise, on la voit dans une série de dessins, mais qui montrent déjà bien, où vous voyez le peuple
C'est une carte postale assez célèbre du mouvement de propagande. Vous avez le peuple, vous avez le capitalisme qui mange pour vous, vous avez le militarisme qui est sur vous, et puis vous avez ce cléricalisme qui prise sur vous et le roi qui règne sur vous. Et donc on voit bien qu'il est quand même au-dessus de la pyramide et il est bien présent dans la formule. C'est ce que Jean Puissant, dans un article relativement récent, contextualise bien en disant il se fait qu'en Belgique, l'Église catholique est au pouvoir directement dans un premier temps, par l'intermédiaire du monde catholique, ensuite du parti au plan politique enfin, certainement de 1870 à 1914. Là, il y a vraiment une prégnance très importante. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres endroits. Et donc, on va avoir un mouvement ouvrier qui se construit plus qu'ailleurs en opposition avec ce pouvoir catholique présent partout dans la société. Et donc, un des aspects du mouvement ouvrier très tôt en Belgique, contrairement à d'autres endroits, va être le fait de militer dans les groupes rationalistes de libre pensée, devenant laïcité après. Ça va être renforcé par une autre raison, c'est l'interdiction des coalitions et le fait que la libre pensée, elle, et les sociétés rationalistes n'étaient pas interdites, au contraire des syndicats, des mutuelles ouvrières, etc. Et cette liaison va faire qu'elles serviront, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais ça me permet de me faire comprendre, de paravent. C'est-à-dire que comme elles sont légales, ça permet aux sociétés ouvrières de se réunir sous couvert de non, nous sommes une société rationaliste de libre pensée. On n'est pas un syndicat en construction. Alors que derrière, fondamentalement, c'est essentiellement là-dessus qu'ils en viendront, mais c'est important à souligner comme élément. Ça va être noté par une série de personnes et on cite souvent comme exemple, c'est revenu dans l'histoire le fait que Nicolas Coulon, qui est un ouvrier, qui fonde la foi des syndicats, mais en même temps des sociétés rationalistes sur Bruxelles, et on lui attribue notamment l'affranchissement, qui est considéré comme la première société de libre pensée, mais qui, dès le départ, fait la liaison entre l'émancipation morale et l'émancipation économique, matérielle de l'homme. Et donc, on a les deux qui sont liés dès le départ, au point que, et de l'affranchissement, vous allez avoir les solidaires, et c'est dans les solidaires qu'on va retrouver le berceau sur Bruxelles, essentiellement de la première internationale, donc la branche belge de Marx. Il y aura d'autres endroits, mais sur Bruxelles, c'est ce lien-là. Et le drapeau des solidaires de Bruxelles, vous voyez le symbole, c'est pas forcément un symbole ouvrier, c'est plus un symbole de la libre pensée. Donc on voit bien, rien que sur ce drapeau, la liaison entre un nom qui fait plus penser à des sociétés du mouvement ouvrier, mais un symbole derrière qui est plus un symbole de la libre pensée. Ça montre bien ce lien. Et donc les structurations vont se faire de manière parallèle, concomitante, avec des endroits encore plus marqués que d'autres. Dans le Hainaut, c'est très très clair, plus que dans la région de Liège. Je n'ai pas encore tout à fait pu creuser les explications de ces différences-là, mais dans le Hainaut, très clairement, on voit vraiment cette liaison entre société de libre pensée et début du mouvement ouvrier. C'est les mêmes endroits, c'est vraiment, ça se recoupe vraiment. Et par rapport à toute cette question-là, Liebman le résume bien en disant que pendant longtemps, c'est un anticléricalisme militant qui permet de confondre la lutte contre l'Église et la lutte contre le régime capitaliste, mais la position que prend l'Église dans ce dossier joue aussi, puisqu'elle est clairement du côté des capitalistes, etc.
la version, on y viendra, de la démocratie chrétienne, etc., c'est plus tard, et c'est plus quand on est en difficulté qu'on commencera à l'adapter. Mais donc, pendant longtemps, il y a vraiment là-dessus. Et c'est vers 1850, donc on est bien, 1857, vous le voyez, que le socialisme va vraiment devenir l'émanation, les premières formes de socialisme qui se créent sont vraiment avec cette doctrine, c'est l'Église est un facteur principal du problème et on doit vraiment le combattre. Et ce qui joue, je l'ai déjà expliqué, c'est que alors que les sociétés de libre pensée sont relativement stables dans leur structuration, les mouvements ouvriers à l'époque sont très fluctuants. Ça arrive, et puis il y a une grève qui est pomme, on se défend, etc. Tandis que les sociétés de libre pensée vont être vraiment une structure qui dure et donc qui permet de raccrocher et de garder les choses et d'assurer une certaine continuité. L'autre élément va être, et je ne vais pas trop anticiper, il y a une conférence demain, c'est à Mons, donc je me permets quand même de parler un tout petit peu de libéralisme et laïcité, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'au moment de la naissance du POP, et dans tout ce qu'on vient d'expliquer, on ne doit pas oublier qu'il y a une partie des libéraux de gauche, on est sur un échiquier gauche-droite, des libéraux de gauche, les plus progressistes, genre sont, pour l'anecdote, extrême gauche en Belgique, ça désigne d'abord la gauche du Parti libéral. Ça peut paraître assez comique aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que les termes évoluent, en tout cas, ce qu'ils désignent évolue sur le champ politique avec le champ politique. Et donc, mais la première fois qu'on va parler d'extrême gauche en Belgique, c'est pour désigner les plus progressistes du Parti libéral qui sont en train d'en sortir et qui finiront par rallier le POB à sa création. Donc ça, c'est important à souligner. Un parti libéral qui, à nouveau, en Belgique, et Delmitt, dans son histoire du Parti libéral, vient de republier un ouvrage sur le Parti libéral, où il ressouligne à nouveau cette importance que du positionnement laïque dans le Parti libéral belge. En tout cas, à cette époque-là, on verra que, comme pour le Parti ouvrier belge, le Parti socialiste, c'est une distinction qui va s'émietter progressivement, mais à l'époque, c'était une identité relativement forte, et c'est là-dessus que ça va se rejoindre. Je vous passe, c'est le fondateur du POB, et dedans, il y a quelques-uns qui reviennent du parti. Et, outre les sociétés de libre pensée, et là, c'est un peu un aspect qui est rarement évoqué dans les ouvrages, ou en tout cas on les mentionne dans une ligne, c'est relativement pas trop connu ou pas assez développé, je trouve. Moi, c'est un aspect que j'ai découvert notamment dans ces recherches-là, c'est que les loges maçonniques de l'époque vont jouer un rôle prépondérant dans cette liaison et dans une sociabilité commune entre des dirigeants du Parti ouvrier belge venant de la bourgeoisie et les libéraux venant aussi de la bourgeoisie, et la loge va être avec une loge aussi, comme les sociétés de libre pensée, qui sont sur un positionnement à la fin du 19e, qui est un positionnement sur le plan socio-économique que l'on pourrait qualifier de radical. Alors, bon, ça reste des loges, mais qui sont quand même avec une promotion, par exemple, on va y venir, parce que c'est vraiment central, du suffrage universel. Les loges vont se positionner. Le Grand Orient de Belgique va financer à un moment donné le Parti ouvrier belge mis en difficulté par la grève par la révolte de 1886. Et c'est quasi le budget annuel du POB qui est versé par le Grand Orient de Belgique pour renflouer la caisse qui est vide par rapport au procès, etc. Et donc on voit quand même une influence qui n'est pas simplement 2-3 déclarations de principe, un discours qui s'est fait lors d'une tenue. On est beaucoup plus loin. On est sur un mouvement qui structurellement va venir soutenir. On verra d'ailleurs à quel moment ça va commencer à gripper ce soutien. Et par rapport
à cet élément-là, on est aussi, ça c'est un élément que j'ai développé dans un livre qui commence à dater, mais qui questionnait la laïcité et le rapport de la laïcité d'aujourd'hui avec notamment le capitalisme. Mais à l'époque, les sociétés de libre pensée, donc les ancêtres de la laïcité, étaient particulièrement aussi très à gauche sur l'échiquier politique et sur les questions socio-économiques. À nouveau, je l'ai déjà évoqué, couvrant. C'est au point que, et on viendra sur la question du vote, mais le Congrès national de la libre pensée en 1893 qui se réunit à Herstal, donc c'est dans la banlieue ouvrière de Liège, confirme une revendication qui est le suffrage universel et qui 2 ans plus tard va ajouter la limitation légale des heures de travail, la fixation d'un salaire minimum, une réglementation pour le travail. C'était surtout le travail des femmes et des enfants, mais donc on voit que les positions socio-économiques sont très fortes. L'autre point de liaison, alors c'est moins dans les bassins industriels wallons, c'est plus lié à, ça a l'air d'avoir été plus prégnant sur Bruxelles et en Flandre, ça va être les places que les sociétés vont prendre aussi en termes de libre pensée sur tout ce qui est événements de la vie, notamment la question des cimetières et de l'interdiction de l'enterrement de ceux qui se proclamaient laïcs ou athées, etc. Et donc ce débat-là qui va être prégnant, mais on voit que les deux combats vont être liés. Et quand je vous disais que les sociétés, que c'était surtout plus dans le borinage que ça va être marqué, dans le borinage, en 1902, ils vont aller jusqu'à dire que pour être membre d'une société de libre pensée, il faut adhérer au POP. Donc, les sociétés de libre pensée deviennent une des branches, une des organisations du Parti ouvrier belge. C'est quand même quelque chose qui va évoluer à un moment donné. Alors, je vais le faire et puis je reviendrai sur l'alliance anti-catholique avec le suffrage universel, mais je vais terminer avec l'évolution de la libre pensée et à quel moment ça se sépare, parce qu'on reviendra sur la chronologie, c'est vraiment là. On va voir que les résultats des élections, en fait, vont être le facteur déterminant visiblement de la scission, avec une bipolarisation qui menace. Je viendrai avec des chiffres qui vont vous illustrer ça, et grosso modo d'avoir 3 clivages mais qui se recouvrent. C'est les ouvriers, grosso modo la classe ouvrière contre la bourgeoisie, les athées contre les croyants, les wallons contre les flamands. Mais la triple va se faire avec le parti catholique qui représente les bourgeois, les croyants flamands, et le parti ouvrier belge qui représenterait les ouvriers wallons plutôt athées. Et les résultats électoraux allant vers une bipolarisation, donc seulement 2 partis, grosso modo le parti libéral est menacé de disparition, je vais venir avec les chiffres, mais il y a à un moment donné une crainte que la société belge ne soit vraiment en opposition. Le parti libéral va être sauvé par un changement du code électoral pour éviter ça et pour maintenir un système à 3 et donc une conflictualité un peu plus assouplie au niveau du système politique belge. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, surtout chez les libéraux, parce que je vais vous expliquer quel est le changement, et c'est intéressant de voir quel est le discours aujourd'hui par rapport à ce changement-là. Mais pour terminer là-dessus, à un moment donné, on va avoir aussi une poussée, tant chez les libéraux, mais surtout que chez les socialistes, devant les progrès de la démocratie chrétienne, de dire attention, on est en train de se couper de trop de travailleurs, etc. Ça ne va pas. Et donc, surtout en Flandre, on va avoir une poussée à dire ça pose problème d'être aussi affirmé athée, ou en tout cas laïque, avec
toutes les nuances qu'on peut mettre dans le discours et les volets du discours qui peuvent se faire, et une poussée là-dessus. Et en 1912, la Fédération nationale des sociétés de libre pensée va inviter ses membres à sortir du POB, à dénoncer leur affiliation au POB. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient que s'ils restaient, le POB allait finir par accepter des associations catholiques en son sein pour dire « nous, on n'est pas liés ». Et donc, plutôt que de laisser rentrer les associations catholiques, les sociétés de libre pensée vont sortir du POB. Alors, ce qui est intéressant pour vous montrer, et je viendrai après avec la question du suffrage, mais pour vous montrer l'importance, c'est que, donc ça, la décision arrive juste avant la guerre, et en 1911 et 1937, la libre pensée perd 65% de ses membres. Donc on voit combien cette décision vide la libre pensée de ses affiliés, qui restent en fait au POB. C'est ça qui se passe. C'est grosso modo, la libre pensée se réduit alors à son expression bourgeoise, et la classe ouvrière quitte la libre pensée, les sociétés de libre pensée restent dans la structuration du parti. Mais le abat les calotin, il a déjà été fixé à ce moment-là, et donc il continue dans ce mouvement. C'est ça que c'est là-dessus que je regarde. L'avantage de ce truc, c'est qu'on a maintenant un peu le timing, donc je sais. Et donc, pour clôturer sur cet aspect-là et sur cette période, Gita de Necker, une historienne belge, résume cette position à cette période en disant que les organisations de libres penseurs vont tracer la voie de l'engagement social et vont stimuler la conquête du pouvoir par les libéraux radicaux et les sociodémocrates. C'est là que la Belgique va posséder l'un des mouvements rationalistes radicaux les plus amples, les plus actifs et les plus différenciés, de par justement toute cette présence d'un mouvement ouvrier important. Alors, je vais revenir sur cette fameuse alliance anticatholique autour du suffrage universel. C'est vraiment ça qui explique à un moment donné la sociabilité, tous ces liens de la fin du 19e à la veille de la Première Guerre mondiale. Et à nouveau, les dessins de propagande sont des fois les plus illustratifs. Ça, c'est une carte postale de propagande qui montre bien quoi? L'alliance. Bon, les couleurs, c'est simple, hein, les rouges, les socialistes, les bleus, les libéraux. Là, vous voyez, même à l'époque, on avait déjà fixé ce genre de code couleur. Et les socialistes, qu'est-ce qu'ils veulent essentiellement? Le suffrage universel. Et les libéraux, c'est quoi la principale revendication? C'est toute la question de l'instruction. C'est les catholiques, c'est la guerre scolaire, mais pas celle de 54-58 perdue, celle gagnée à un moment donné, ou plus ou moins gagnée. Enfin, au nouveau, c'est pas un sujet de savoir où on en est. En venant en voiture, j'écoutais le débat entre les facultés universitaires Saint-Louis et l'ULB sur les fusions, etc. Donc on voit que ce débat-là est encore bien existant, suite à la carte blanche au soir d'aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas trop partir là-dedans. Et donc, le POB, suffrage universel, les libéraux, instruction obligatoire, et qui est l'adversaire? Ben, on voit bien, l'adversaire, c'est bien tout le bloc catholique qui doit être dégagé et on doit délivrer. Et l'autre aspect sur lequel je voulais insister, que je voulais vous montrer en faisant ça, c'est bien là qu'on retrouve. Alors, oups, est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il y a vraiment qu'on voit là? Non, on ne peut pas tout ça. C'est la main jointe qu'on va retrouver dans des fascicules de libre pensée, dans des petits insignes de libre pensée, de maçonnerie ou du mouvement ouvrier. Et ce symbole-là, vous allez vraiment le trouver dans la liaison de ce que je vous décris comme un symbole très fort dans les brochures. Ici, on est sur un drapeau d'une section syndicale, mais vous pouvez retrouver des brochures de la libre pensée avec ce symbole. Vous
pouvez retrouver des insignes maçonniques avec ce symbole-là de l'unité. Les chevaliers du travail utilisaient ça pour parler d'une autre structure, encore du mouvement ouvrier au 19e en Belgique et surtout du côté de Charleroi, enfin de Borinage d'ailleurs. Mais c'est vraiment un des symboles forts qui montre justement toute cette liaison-là. Alors, le problème électoral, et puis je viendrai après sur, pour terminer, et avant de laisser la parole pour d'éventuelles questions ou débats, sur la question du champ en lui-même, mais la question électorale qui va vraiment faire en sorte à un moment donné que cette liaison va se casser. Ça, c'est l'électorat en Belgique en 1830. Donc en rouge, vous avez le nombre d'habitants, et en bleu, vous avez le nombre d'électeurs au moment où la Belgique est créée. Voilà. Donc nous sommes en démocratie. La Belgique en 1830 est une démocratie parlementaire reconnue comme telle. C'est un modèle démocratique. Vous pouvez lire les ouvrages de l'époque, c'est un modèle de démocratie, notamment parce que, contrairement à d'autres pays, il y a une liberté dans l'écriture et la diffusion des idées. Pourquoi les imprimeurs français viennent imprimer en Belgique et qu'il y a tout un trafic des écrits. Mais on voit que c'est une démocratie où il y a très très peu de gens qui ont le droit de voter. Je ne vous parle même pas de ceux qui peuvent être élus, puisqu'il y avait encore... C'est ce qu'on appelait le suffrage censitaire, c'est-à-dire le moment où il fallait payer un certain volume d'impôts pour pouvoir voter. La fraude fiscale, d'ailleurs, s'appliquait dans l'autre sens. À l'époque, il y en avait qui fraudaient fiscalement pour pouvoir voter. Forcément, quand vous êtes aussi peu à avoir le droit de vote, ça donne un pouvoir Vous allez avoir ce qu'on appelle le printemps des peuples, 1848. C'est là que les Français récupèrent le suffrage universel. Le suffrage universel qu'ils auraient supprimé quand on guillotinait Robespierre. On oublie ce genre de choses, mais que... les méchants terroristes, enfin, soit, on ne va pas revenir sur la Révolution française, mais c'est intéressant des fois de revoir que les critères sont pas sur la démocratie ne sont pas forcément tout à fait exacts, mais 1848 en Belgique, il ne se passe quasi rien, notamment parce qu'il y a ça. Alors je vais le refaire, je les ai subtils. L'électorat en 1830, l'électorat en 1848. En gros, la barre bleue a doublé. On ne se voit pas parce qu'elle est tellement petite que même en doublant, on ne se voit pas beaucoup, mais elle a doublé. Et elle a doublé, et ça permet de ne pas se retrouver avec une situation révolutionnaire comme ailleurs. La Belgique va s'illustrer en 1848, ce qu'elle va refaire en 17, ce qu'elle va refaire à plusieurs moments de l'histoire, par la non-explosion révolutionnaire. Contrairement à d'autres endroits où ça part, la Belgique, on est dans un pays relativement stable à ce niveau-là. Et ici, ben, en doublant le nombre d'électeurs, en fait, ce qui se passe, c'est que la bourgeoisie qui aurait pu s'allier avec le mouvement ouvrier qui est en train de pousser, ben, est attirée vers le haut, puisqu'on lui donne le droit de vote. Et on leur dit, donc, vous êtes bien de notre côté et pas de ce côté-là. Donc, restez bien avec nous et nous rejoignez. Ce qui est un élément, quand même, à un moment donné, dans les révolutions, c'est qu'il y a une partie de ceux qui sont au pouvoir qui rejoignent. Souvent, ça qui est un fait. Alors, on progresse, et en 1894, on va obtenir une grande avancée. Alors, je le fais souvent en formation syndicale, je vais prendre 5 minutes pour le faire ici, parce que c'est un exercice que j'aime bien, qui montre comment vous arrivez à faire dire aux chiffres ce que vous avez envie de leur faire dire pour arriver à un résultat qui vous arrange. Ça marche. Là, vous prenez cet exemple-là et vous lisez les journaux de la semaine. Ici, on va prendre sur le suffrage. Les dirigeants de l'époque déclenchent une grève pour obtenir le suffrage universel. Et il est bien dit, on arrête la grève quand on aura le suffrage universel. Et on arrête la grève quand on a le suffrage plural. Vous montrerez qu'il y a une différence entre le plural et l'universel. Mais, pour faire accepter le fait qu'on arrête, je vais avec ce graphique-là, camarades, nous étions ça à avoir le droit de vote, grâce à votre mobilisation et à l'arrêt, nous sommes ça, grande victoire, bravo et merci. Ça suffit, hein, mais le nombre d'électeurs en suffrage censitaire, le nombre d'électeurs en suffrage plural. Sauf que si c'est un suffrage plural, c'est que certains avaient une voix, certains avaient 2 voix, certains avaient 3 voix. Il y en aura même plus tard qui auront 4 voix,
ce qu'on appellera la loi des cartes à famille, mais ce n'est pas le sujet, mais 3 voix, c'est le suffrage pluriel. Ceux qui sont là, ils ont une voix. Grosso modo, ce sont les travailleurs. Ceux qui ont 2 voix, c'est ceux qui sont déjà un peu plus haut dans l'échelle sociale, et ceux qui ont 3 voix, c'est ceux qui sont encore plus haut dans l'échelle sociale. Si je ne calcule plus en nombre d'électeurs, premier graphique, mais que je calcule en nombre de voix, ce qui est quand même ce qui va déterminer le résultat du vote, je me dois de faire x2 la barre verte, x3 la barre bleue, et si je veux avoir une analyse de classe pour savoir où j'en suis avant ou après la guerre, je dois additionner les voix à 2 et à 3, c'est-à-dire mon dernier graphique. Il est évident que là, j'arrête un peu moins facilement le relief général si je présente le dernier graphique que si je présente le premier graphique que je vous ai montré. Ce sont les mêmes chiffres, simplement, pour vous les expliquer un peu, de manière un peu plus détaillée, vous allez arriver à un résultat qui est quoi? Que ceux qui avaient le pouvoir avant l'ont moins, mais ils l'ont toujours. Mais ils l'ont moins. On est bien d'accord qu'il y a un gros progrès, ce qui permettra d'ailleurs l'arrivée de 28 députés, et donc une immersion et d'ailleurs un changement de ton dans les débats au Parlement. Des fois assez intéressant de voir comment étaient considérés les parlementaires ouvriers qui arrivent au Parlement et tout le discours sur ces gens ne méritent pas d'être au Parlement, de la manière dont ils s'expriment, dont ils s'habillent, etc. Un discours qu'on revoit réapparaître très fort ces derniers temps sur laissons faire ceux qui savent. Alors pour résumer, les caricaturistes de l'époque avaient bien résumé les choses. Vous avez l'électeur à 3 voix, vous avez l'électeur à 2 voix, l'électeur à 1 voix, et là on est dans de la caricature, donc on fait le demi-voix, puis on fait l'électeur à faune. Alors l'électeur à faune, ce serait correct si c'était une femme, puisque on parle déjà à l'époque d'une revendication sur un suffrage universel, mais qui exclut 50% à plus de 50% de la population, puisque les femmes ne sont même pas prises en compte. On n'imagine même pas à l'époque qu'on pourrait les mettre. Si, il y a quand même des groupes, il y a quelques-uns qui ont écrit des textes, mais fondamentalement, ça n'entre pas encore en considération. Rappelons à cet égard que la Turquie, par exemple, va être bien en avance sur la Belgique sur le droit des femmes. C'est des fois des choses aussi à rappeler dans un contexte comme aujourd'hui. Et vous voyez aussi par rapport au sujet de ce soir, combien au-dessus la puissance de l'Église qui est marquée, puisque vous voyez les prêtres de la carte postale de tantôt, qui sont bien là pour dominer les choses. Alors je vais vous expliquer que, et ce sera le bouleversement, et que c'est ces élections-là qui vont à un moment donné, ce changement-là, qui vont faire que libéraux et socialistes, ça va commencer à coincer et à se séparer. Ça, c'est la composition de la Chambre en nombre d'élus en 1894, donc au lendemain de cette fameuse élection, qui vont arriver quoi? Les ouvriers, les socialistes, parce que certains sont très bons ouvriers dedans. Joseph Wettig de Gemep est un gars qui a commencé dans la mine vers 6-7 ans, enfin qui a commencé enfant dans la mine et qui se retrouve député. Puis vous avez des avocats aussi, de Fouisseau, qui sont aussi dedans, qui eux n'ont pas commencé. Mais, alors, le PC, c'est bien entendu pas le Parti communiste, en 1894, c'est le Parti catholique, le Parti libéral, le Parti ouvrier belge, et le PVD, c'est grosso modo, c'est la Bédance. C'est la démocratie chrétienne, mais Dance se trouve à siéger. Et Dance, il ne veut pas aller avec le Parti catholique, il n'en veut pas, regarder les films, voilà, mais qui ne veut pas aller avec celui-là non plus. Donc il siège un peu tout, il va siéger tout, il est un peu à part. Mais ce qui est important dans le graphique à noter, c'est ça. C'est que alors qu'il vivait à 2, il se retrouve avec le troisième, et le troisième est devant. Il a plus d'élus. Alors, le graphique, le nombre de sièges, mais le nombre de voix. Alors, je n'ai pas pris les voix. Donc, avec mon nombre de sièges,
Nombre de voix. Qu'est-ce qui change? Le Parti libéral en nombre de voix est devant le Parti ouvrier, mais il est en nombre de sièges derrière. Pourquoi? Parce que nous sommes en système majoritaire à l'époque et pas en système proportionnel en Belgique. La Belgique a vécu, comme en France aujourd'hui, dans un système majoritaire, jusque cette situation-là. Et en système majoritaire, ce qui est intéressant, c'est pas de faire des voix, c'est de faire des voix à des endroits précis. Les catholiques les font dans les campagnes, les ouvriers dans les banlieues rouges et les libéraux un peu partout. C'est intéressant de faire des voix un peu partout, mais en système majoritaire, ça ne vous permet pas d'avoir des élus, puisque vous avez votre dispersion des voix. Et donc, les libéraux sont désavantagés dans un système majoritaire, au vu sociologiquement des oppositions qui se font. Et donc, en 1899, pour éviter la fracture entre les trois grands clivages qui se seraient trop marqués entre catholiques et socialistes, Parti ouvrier belge, et donc pour garder un acteur médian, c'est intéressant de voir que c'était eux les médians à l'époque, l'extrême centre, pour parler comme certains aujourd'hui, ce sont à l'époque les libéraux, je fais plein d'anachronismes même pour me faire comprendre, mais quoique. Vous allez alors avoir ce passage en vote, celui qu'on connaît aujourd'hui, proportionnel, pour sauver le Parti libéral. L'opération, elle est là, c'est vraiment pour sauver les libéraux. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ils sont plutôt pour le suffrage majoritaire. Des choses comme ça dans l'histoire qui sont intéressantes à reçu. Alors là, vous avez les pourcentages de voix. Vous voyez donc les libéraux, là, on est toujours avec le suffrage plural, là, c'est important de le noter, mais le nombre de sièges est beaucoup plus équilibré. Il est toujours un peu en faveur des socialistes, mais il est beaucoup plus équilibré. La différence est moins importante qu'entre ces deux graphiques-là. C'est très clair. Et donc, ça s'équilibre. Et l'autre aspect qui va faire que l'alliance va tenir, c'est que ça plus ça ne fait toujours pas ça, et eux sont toujours, vont être seuls au pouvoir. Ils ont plus de 50%, et donc ils sont tout seuls au pouvoir, et ce n'est que la Première Guerre mondiale qui va changer les choses. Alors pour terminer, pas être trop long par rapport à la conférence de tout, je l'ai déjà évoqué avec le fait que les sociétés libres pensées vont devoir sortir. C'est une grande classique du socialisme belge dès sa création, dès 1885. On relisait, enfin, tout ce qui se passe autour de 1886 et de la révolte ouvrière de 1886 en positionnement politique est très intéressant, qui montre bien que dès l'origine, le Parti ouvrier belge n'est absolument pas dans une stratégie révolutionnaire de changement radical à un moment donné, mais dans une stratégie de transformation progressive. Qui a pu fonctionner, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, simplement un constat qu'à un moment donné, on est vraiment dans un parti qui par rapport à d'autres où ce débat peut exister, la France notamment à la même période, en Belgique est un débat quasi inexistant, parce que le POB aussi va occuper l'espace. Les mouvements anarchistes vont être très vite, vont survivre à certains endroits, mais ne vont pas avoir des poids qui leur prennent. Et donc, on va avoir, je vais dire, un peu de course vers le centre, à partir du moment où la libre pensée sort, et je vous ai expliqué pourquoi, c'était parce qu'il fallait s'étendre aux catholiques, et on va l'avoir, c'est l'appel de Léo Collard, c'est encore aujourd'hui le fait, on ne chante pas justement le les calotaires, arrêtez un peu avec ça, etc., de différents présidents qui vont chaque fois grogner là-dessus. Nous rapportons, j'ai pas de voilà, je sais qu'à LGTB, ça pose loin de trouver le tiers, je vais un peu pour se demander ce qui se passe, mais on va avoir cette course vers le centre, et pour terminer sur ces liens entre libéraux et socialistes, on va quand même avoir des moments que je vais qualifier de retrouvailles par rapport à des conflits. On connaît tous la guerre scolaire, je l'ai déjà évoqué. À un moment où
Important va être quand même la question royale aussi, de manière différente, mais ça, c'est pas une manif du parti catholique en faveur du roi. C'est pas Léopold III, là. C'est qui? C'est le frère Charles, le régent. Hein? Et donc, les socialistes faisaient des manifestations avec le prince régent, papa et maman, qui avaient... Alors que celui de gauche, les tendances de Léopold III, il les avait déjà bien ancrées. Hein? C'était pas le démocrate. Enfin, grosso modo, heureusement qu'il est mort en marche les dames, sinon on aurait découvert des tendances assez autoritaires de la personne qui serait restée dans l'histoire plus qu'elles ne sont restées aujourd'hui. Je ferme la parenthèse car il ne faut pas le sujet, mais simplement pour souligner que le POB, donc, au moment de la question royale, c'est une manifestation pendant la question royale, manifeste avec ça pour bien montrer qu'elle n'est pas pour la République. C'est les gauchistes, la République. Nous, on veut bien la monarchie. Ce qu'on veut pas, c'est Léopold III. C'est lui qu'on veut plus. Mais la monarchie ne nous dérange pas, et donc on va manifester avec le prince régent. C'est quand même simple. Un autre élément de cette liaison de la sociabilité que je vous ai expliqué, où on va se retrouver, c'est toutes les questions éthiques. Ici, c'est une des manifs en faveur du docteur Peirce, mais on peut avoir des questions autour de la dépénalisation de l'euthanasie. Enfin, toutes ces questions-là vont rejoindre. On revoit d'ailleurs là l'alliance laïque qui se remet en place et qui est en partie toujours liée à la sociabilité que je vous ai décrite. Alors, pour terminer, deux petits compléments. Rassurez-vous, je chante, je vous l'ai dit, je chante très mal, donc je ne voulais pas vous faire le Abba la calotte, mais qui est dans une tradition similaire au cri du Abba les calotins, même si plus proche du milieu de l'ULB, clairement, le Abba la calotte. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est sur la chanson. C'est-à-dire que pour comprendre le pourquoi, à la fin du 19e, vient se greffer ce Abba les calotins sur l'international, il faut se rappeler que l'international, c'est pas forcément le chant du mouvement ouvrier à la fin du 19e ou pendant tout le 19e. Le chant du mouvement ouvrier, c'est la Marseillaise. Les ouvriers en manif, ils chantent la Marseillaise. Et ils se baladent d'ailleurs avec le bonnet phrygien, etc. On a des images de 1886 qui montrent toute cette référence à la Révolution française. Et on chante la Marseillaise. Et d'ailleurs, l'international, à son origine, est chanté sur l'air de la Marseillaise. Ce sont des paroles qui sont mises sur l'air de la Marseillaise. On ne va ajouter un air que plus tard, que ça va venir. Mais si vous lisez l'international, de nouveau, je ne vais pas vous faire les 7 couplets, il y en a 7. En général, on s'arrête au premier. Ceux qui arrivent déjà au bout du premier, on est déjà content maintenant. Des fois, il y en a qui vont jusqu'au deuxième. Les antimilitaristes, ça fait longtemps qu'on essaye de les supprimer, les crosseurs en l'air, les balles pour les généraux et tout ça, on essaye d'oublier que c'est dans le texte à un moment donné. À nouveau, je vais faire une date qui a ou pas lieu d'être. C'est comme le chant des partisans. Hein. À un moment donné, dans certains milieux, je me demande toujours s'ils ont compris ce qu'ils chantaient quand ils chantent le chant des partisans en glorification de la résistance. Et après, on va vous faire des trucs sur la violence, c'est pas bien. Oui, je veux bien, mais le chant des partisans, c'est quand même clairement un appel au meurtre. Hein. C'est comme ça. Relisons à un moment donné. C'est toujours très drôle de voir certains édiles commencer à entonner le chant de paix. Et donc, dans l'international, il y a toute une série de passages, mais si vous le regardez bien, il n'y a pas de passage sur la laïcité. Il n'y a pas, à un moment donné, cet aspect ultra laïque dans le texte. Il n'y a pas un couplet où il n'y a pas 2 phrases à un moment donné où, dans l'international, on le dit. Et c'est pour cela, à mon sens, qu'à un moment donné, en Belgique, on comble un manque dans l'international en ajoutant dans le milieu et dans l'histoire que je viens de vous décrire, le Abba les calotins à un texte qui ne comprend pas cette dimension-là d'une manière aussi claire et aussi affirmée, alors que d'autres aspects
comme la question économique, la question antimilitariste sont très clairement développées, mais vous n'avez pas cet aspect, à part de considérer que le ni Dieu, ni César, ni Tribord ne serait, mais qui n'est quand même pas du même niveau, puisqu'il ne s'adresse pas qu'à Dieu, pas qu'à la croyance, il s'adresse de manière beaucoup plus globale. Donc il n'y a pas le côté affirmé, athée, laïcité, etc., que va rajouter cet exemple de Abba les Calotins. Et alors, pour terminer, mais ça pourra se faire sujet à un débat, parce que la première fois que j'avais publié notamment le texte, et c'est souvent ce qu'on reproche, en tout cas moi j'y ai droit à chaque fois, c'est « Ah oui, mais tu n'es pas tolérant envers les croyants, etc. » Abba les Calotins, ça n'est pas Abba les croyants, hein. Ça n'est pas la même chose. Hein. Le Calotin, c'est bien l'autorité temporelle de l'Église sur la société. C'est la volonté, dans l'article je développe alors d'où vient le terme Calotin, ce qui désignait pour bien montrer cette filiation qui n'est pas le croyant, mais bien la temporalité du pouvoir de la religion. Mais donc, le cri de Abba les Calotins à l'époque, comme de ceux qui le pratiquent encore, c'est bien de dire la croyance est du domaine privé, mais quand on sort de Abba les Calotins, c'est le Abba, ce que vous avez vu au début avec la pyramide, c'est ce pouvoir temporel, cette implication de l'Église qui veut se mêler des choses. Et donc le Abba les Calotins ne s'applique pas non plus à une seule religion, c'est bien quelque chose. Il y en a certains qui, au lieu de crier, de chanter Abba la calotte, passent leur temps à faire Abba les calottes. Ça n'a pour moi pas de sens, puisque en soi, ce terme englobe l'ensemble des religions à vocation de se mêler du pouvoir temporel et de ne pas rester dans le domaine simplement de la croyance. Mais ça peut être un aspect des débats. Et donc, Abba les Calotins, c'est bien ça qu'il met, et ça peut à nouveau être sujet à débat, mais je pense que par rapport à toute une série de dossiers aujourd'hui, pensons à la question de l'avortement, de l'IVG, des droits des femmes à choisir et à pouvoir déterminer sur ces là des femmes, des couples en général, d'ailleurs, que ce soit la question de l'homosexualité ou d'autres choses, je pense sincèrement, c'est là-dessus que je conclurai, que c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui de continuer à terminer par un Abba les Calotins, et je vous remercie de votre attention. Oui. Vous parlez sur les électeurs à 2 voix, 3 voix. Il fallait des gens qui avaient des diplômes, des fonctionnaires, des militaires, qui faisaient partie de ces électeurs à 2 voix, 3 voix à ce moment-là. Donc, les 2 et 3 voix vont être liées à la fortune, donc on reste sur le volet fortune, et alors on va ajouter ce qu'on appelle les capacitaires, c'est-à-dire ceux qui passaient le diplôme de capacité, d'une sorte d'examen qui vous donnait accès à un diplôme, qui faisait que même si vous n'aviez pas la fortune suffisante pour payer le droit de vote, je vais le faire comme ça, vous obteniez via ce diplôme-là 2 voix. Enfin, une voix supplémentaire. Le diplôme de capacité octroyait une voix supplémentaire. C'est quoi l'objectif? C'est à nouveau l'objectif que je vous décrivais à un moment donné en 1848, c'est de permettre à une couche qui est intermédiaire, donc une couche qui est en train de monter ou qui est à la limite, de ne pas aller avec ceux qui veulent le changement, mais de rejoindre ceux qui sont déjà au loin. Et grosso modo, ça permettait à quoi? À ceux qui avaient un tout petit peu de moyens que pour permettre à des enfants, par exemple, d'aller à l'école, on envoyait le plus méritant, et donc c'était une forme d'ascenseur social. C'était un ascenseur social simple.
Mais en donnant une voix, ça vous faisait vraiment, bah, regardez, n'allez pas avec les agitateurs, venez avec nous. Vous êtes méritants, vous avez la capacité. Donc c'est un outil de contrôle social aussi, qui était lié au diplôme de capacité. Je ne saurais pas vous redire de mémoire quels étaient le niveau d'épreuve. Il fallait savoir lire et écrire, ça c'est sûr. Compter, c'est sûr aussi. Mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau de développement en écriture ou en compte. Si c'est un niveau de fin de primaire ou de début de seconde, ça je ne saurais. J'avoue que là c'est l'école, mais peut-être je vois que c'est. Je sais que du temps de mon père, entre les deux guerres, il fallait celui qui avait un diplôme d'humanité était automatiquement officier à l'armée. Déjà ça. Oui. Ça peut-être pas. Mais on est encore après. On est après. Mais c'est ce que j'en sais. Oui, oui. Voilà, ça reste la même logique. Hein. Oui, oui. Oui, si tu permets de compléter, il y avait le diplôme d'études moyennes, hein, parce que 3 ans, tu comptes et tout ça. Et alors, ce qui est intéressant pour compléter hein, ce que tu as dit, sur 48, l'idée, là, c'était qu'il y avait une révolution à Paris, et la République, et le suffrage universel, et que la crainte qu'elle s'étende à la Belgique existait. Et le gouvernement de l'époque, le gouvernement libéral, Rogier à l'époque, alors prend prétexte de cet élément pour essayer d'augmenter l'électorat libéral dans les villes. Il permet aux capacitaires d'obtenir un droit à vote, mais il évite aussi, hein, comme ça tu l'as bien dit, hein, que cette petite bourgeoisie intellectuelle urbaine se rallie à un mouvement ouvrier qui puisse le diriger. Donc on le fait, on les amène à jouer dans la cour des grands. Moyen de séparer puisque à l'époque, les intellectuels. Voilà, puisqu'à l'époque, grosso modo, il y a tout le mouvement autour de, enfin, via les conférences que Considérant vient donner en Belgique, il y a tout le mouvement utopiste, notamment autour de la pensée de Fourier, qui se développe dans une partie de la bourgeoisie et qui l'attire vers des solutions de type social. Et donc, il y a une nécessité de contrecarrer. C'est Jean Bartier, notamment, qui est un professeur de l'ULB, qui a beaucoup étudié ces aspects-là et cette période-là sur l'influence des utopistes de Fourier, des conférences de Considérant, enfin, c'est toute l'époque aussi, ce serait l'instruction, mais on voit il y a tout un mouvement qui fait que la classe ouvrière la plus haute, les typographes par exemple, était qualifié. D'ailleurs, aussi. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, le syndicalisme, contrairement à une image qu'on peut en avoir, le syndicalisme se développe et se structure d'abord dans des milieux professionnels plus qualifiés ou en tout cas dans des milieux professionnels qui ne sont pas dans des modes de survie totale. Ce n'est pas les mineurs qui vont s'organiser les premiers, ce sont des groupes qui ont un rapport de force un cran plus fort. Les verriers qui étaient des maîtres verriers, etc. Même dans le textile du côté de Verrier, c'est le plus haut de ceux-là qui vont. Et puis après, qui par capillarité mobilisent. Mais on oublie souvent, et aujourd'hui c'est pareil, hein, le syndicalisme, il est plus difficile à faire avec les gars qui sont à vélo avec des Deliveroo qu'à faire avec certains. Alors ceux qui sont vraiment très hauts, comme à l'époque, ils n'en ont rien à faire. Hein, mais on est toujours plutôt sur la couche intermédiaire, ni ceux qui sont trop bas, ni ceux qui sont trop hauts. C'est là le cœur du syndicalisme à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on va penser vers ceux qui sont plus bas, ceux qui sont plus hauts. C'est simplement de bien montrer que c'est là que ça se passe. Que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et donc, c'est aussi à ce niveau-là que vous avez la liaison qui peut se faire. Oui. Vous avez souligné au début de votre exposé que le Abba la calotte, on chantait dans des sections du POB, du PS francophone, oui. Mais très peu en Flandre. Oui. Que ça ne se faisait pas en France non plus. Non. Parmi
les raisons de ce phénomène. Vous en avez évoqué certaines. Est-ce qu'il n'y a pas la place de l'ULB? Parce que à Bas-la-Calotte, c'est quand même le chant qu'on chante principalement à l'ULB. Est-ce que ce n'est pas parce que certains cadres, pas la base ouvrière, mais certains cadres avaient été formés à l'ULB et que ça s'est transféré? Est-ce que ce n'est pas une des raisons? Alors, pas la raison majeure, mais une des raisons. C'est un élément. Voilà, c'est un élément que effectivement je développe plus dans l'article, que j'ai un peu zappé ici, mais qui est correct, notamment le fait que Verhagen, fondateur de l'ULB, est de l'affranchissement. Et l'affranchissement va organiser les funérailles de Verhagen. Donc la fameuse société de Nicolas Coulon qu'on retrouve là, à l'origine après les solidaires et comme berceau de l'AIT, etc., et une société où Verhagen était, c'est Bruxelles, hein, l'affranchissement c'est Bruxelles, c'est pas le bassin industriel, c'est Bruxelles, et Verhagen fait organiser ses funérailles par l'affranchissement, ce qui est un signal aussi. Donc effectivement, la seule chose qui ne me permet pas de faire la liaison aussi clairement, c'est que, sauf si quelqu'un ici sait me le dire, le Abba-la-Calotte, le chant ULB, pour moi, il est postérieur au cri Abba-les-Calotais de l'Internationale. Pour moi, c'est un chant qui arrive après la Première Guerre mondiale, alors que ce que je vous décris du Abba-les-Calotais, ça vient bien, ça, là, par contre, je suis sûr de mon coup, c'est le tournant 19e, fin 19e, début 20e. Donc voilà, mais peut-être que je me trompe sur l'origine du Abba-la-Calotte, le chant qui s'adresse d'ailleurs à ceux du CN, on en revient au débat de ce soir à la radio, chez Keckenbergs, mais je veux dire, voilà, pour moi la date est après, mais en tout cas la liaison ULB mouvement ouvrier en plus, oui, et on en revient à la sociabilité des loges, et notamment des loges sur Bruxelles, où cette sociabilité se faisait, plus que dans les loges venant de Liège, je ne dirais pas de province, puisque il y a quand même de la principauté, donc je suis descendu à Bruxelles, mais allez, passer le côté, la petite boutade liégeoise, c'est quand même quelque chose qui était plus prégnant du côté de Bruxelles que du côté de Liège. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, cette sociabilité-là, mais c'est quand même quelque chose de plus lié, et sûrement que l'ULB joue un rôle non négligeable dans cette sociabilité supplémentaire, de par les études, effectivement, les premiers se retrouvent. Oui, parce qu'à l'ULB, il faut bien voir que Bas-la-Calotte n'est pas lié à la partie POB et UPS. C'est et libéraux et socialistes, avec des problèmes, effectivement, à certains moments, tel président ou tel recteur de notre fin, à Bas-la-Calotte, notamment la fameuse histoire de Beauvoir, où effectivement, ils ont pris tout un dispositif pour que ça ne change pas. Et qu'au POB, très clairement, aujourd'hui au Parti Socialiste, c'est clairement pas non plus. Le Abba-les-Calotais, c'est plutôt, d'après le témoignage que j'en ai, c'est plutôt mal vu. Ça a l'air d'être une tradition qui a l'air de se maintenir plus à la FGTB qu'au sein du Parti Socialiste. De ce que j'en sais, étant donné que je fréquente un activement, l'autre que je ne fréquente pas de l'intérieur, donc je sais moins vérifier. Non, mais tantôt tu parlais de retour vers le centre et comment il faut bien admettre que le PS actuellement en nombre grand, les bras très grands, et on nous dit qu'il y a une scolaire et compagnie. Mais à nouveau, ce que je voulais souligner notamment en disant ça, c'est que c'est assez historique. C'est quasi dans l'ADN de faire cette ouverture, puisque le problème se pose dès l'origine. Et je vais le faire
Je vais le faire très vite, si vous me permettez encore une anecdote. PEB avant 40, puis en 45, parti PSB. Donc on passe du Parti ouvrier belge à Parti socialiste belge. Ce qui est intéressant, toujours dans ce débat vers le centre, c'est que ce changement de nom n'est pas anecdotique. Je suis quelqu'un qui aime bien être attentif aux mots. Je pense que les mots qu'on utilise sont signifiants et décrivent une réalité, et qu'utiliser des mots de l'adversaire ou des mots comme cela, c'est désigner une autre réalité. Et donc, voilà, quand on décrit une révolte ouvrière ou une révolte des quartiers populaires, je vais le faire comme ça, en France, certains sociologues vont parler systématiquement de révolte des quartiers populaires et pas d'émeutes des banlieues. C'est le même phénomène, ce n'est pas la même chose que de dire que c'est une émeute des banlieues ou de dire que c'est une révolte des quartiers populaires. Émeute et révolte, c'est déjà pas la même chose, et banlieue et quartier populaire, vous définissez en termes de classe sociologiquement, banlieue, c'est extérieur, c'est une des autres. Hein. Et donc, on voit bien, comme il y a des conquêtes sociales, il n'y a pas des acquis sociaux, enfin, on ne peut pas m'étendre là-dessus, mais Parti ouvrier belge, Parti socialiste belge, on va être au cœur de ça, dans cette dynamique d'élargissement électoral et tout ça. Pourquoi? Quand il se crée en 1885, il y a un débat pour savoir si on va s'appeler Parti ouvrier ou Parti socialiste. Belge, ça c'est bon. Enfin, c'est bon. Tout le monde est d'accord là-dessus. On n'est pas encore à l'époque où il faut s'appeler mouvement pour faire semblant qu'on n'est pas un parti. Donc, on utilise clairement le terme de parti. Et donc, il se pose vraiment une question sur ouvrier ou socialiste. Le débat existe en 1885, quand ils sont au CEI, ils expliqueraient. À peu près les seuls endroits quand je donne conférence, je peux dire que c'est pas d'habitude de expliquer tout ça. Et donc, il y a un choix qui va se porter sur ouvrier et pas socialiste, parce que ouvrier, en 1885, est plus large. Tandis que socialiste, c'est couteau entre les dents, c'est des révolutionnaires, etc. Hein? Et ouvrier, ça décrit simplement une catégorie de population. Et donc, si on veut toucher large, il vaut mieux s'intituler ouvrier que socialiste. C'est moins, on va moins faire peur, on va être beaucoup plus large. En 1945, le même raisonnement donne le résultat inverse. On abandonne ouvrier et on choisit socialiste. Sauf qu'en 1945, ce qui a changé en 1885 et 1945, c'est qu'il y a les communistes qui sont arrivés. Et le couteau entre les dents, les révolutionnaires, ce sont les communistes, ce ne sont plus les socialistes, et que le parti ouvrier qui se transforme en socialiste a prouvé depuis 1916 et l'entrée de Van der Vel au gouvernement que la révolution, il n'y avait pas besoin d'avoir peur, c'était pas eux qui allaient la faire. Hein. La transformation importante de la société, oui, la révolution, non. Et donc, c'est intéressant, à nouveau, de voir sur cette base-là, puisque le but, c'est quoi? C'est à nouveau, c'est d'élargir le potentiel électoral, ou en tout cas militant, et de ne pas trop le marquer à un moment donné. Et donc, à 60 ans de différence, le même débat sur les mêmes mots provoque le résultat inverse, entraîne le résultat inverse. Pourquoi? Tout simplement parce que les mots ont changé de connotation, et que ouvrier, c'est se couper des employés, des indépendants, des petits commerçants, etc. Et alors que socialiste, et que le terme socialiste a perdu, entre-temps, la dimension révolutionnaire dure, et que c'est un autre mouvement communiste qui est changé. Les deux étant quasi synonymes en 1840, au début, hein, ce marquage, voilà. Mais pour rebondir sur vraiment ce côté centralité. Oui, pas de souci. Oui, Julien, tu viens d'expliquer la sortie de la fédération de la libre pensée en 1912 du PEP et la situation dans laquelle elle était. Ben, ceci étant dit, honnêtement,
le PEB a pratiquement tout fait pour qu'il sorte sur le modèle du SPD. Le SPD, lui, sauf erreur de ma part, c'est ça dont je ne suis pas tout à fait sûr quant aux modalités, mais le SPD, lui, a chassé les Freidenkers un temps auparavant. Et Van der Velde, à la fin du 19e, si je ne me trompe pas, Van der Velde a dit que c'était ça la voie qui était juste. C'était de chasser les sociétés de libre pensée du parti. Comme en 64, quand les gens de la tendance à gauche et les gens du mouvement populaire wallon, c'est tout le débat, est-ce qu'ils sortent ou est-ce qu'ils sont exclus? À un moment donné, quand vous savez que vous allez de toute façon être exclus, vous choisissez des fois de sortir, parce que c'est nous qui avons choisi, quoi. Donc je suis assez d'accord qu'en 1912, ça sentait quand même méchamment le roussi pour les positions, mais à une différence près quand même, c'est que très clairement, d'après moi ce que j'ai retrouvé comme document et de ce que j'ai pu lire, il y a une vraie réflexion du côté de la libre pensée, en se retirant, couper l'herbe sous le pied d'une volonté de faire rentrer des groupes catholiques. Et que la manœuvre permet de ne pas laisser rentrer du catholicisme social dans le PEB. Et donc, on retire l'aspect laïque affirmé, mais en même temps, on empêche une composante catholique affirmée aussi d'entrer. Il y a quand même cette dimension-là qui a l'air présente dans le débat en 1912 et dans la logique. Je t'avoue que je ne suis pas un connaisseur suffisant du socialisme allemand que pour savoir exactement si le débat a été sur les mêmes plans. Mais ce débat, en tout cas, de toute façon, laïque, sur la question de la laïcité, sur la question de la religion, il est présent partout à ce moment-là. On est vraiment assez... l'extrait de la citation de Lénine, elle est plus ou moins cette paix. En France, c'est 1905 qui se débarrasse, entre guillemets, qui se débarrasse de la question, mais donc on est sur... C'est cette période charnière-là alors ça peut être du pinaillage, mais on n'est plus de la fin du 19e, début 20e, on est de l'avant-première guerre mondiale. On est à 10 ans après, quoi. Il y a 10 ans qui se sont écoulés, qui font que ce débat-là est vraiment au cœur du truc. Mais moi je pense que, au fond, en t'entendant, je pense que c'est effectivement un des éléments forts de ta conférence, c'est les problèmes à gauche, en tout cas, du clivage qui reste entre la gauche laïque et la gauche républicaine, et l'unité qui ne se rappelle jamais. J'ai un jour écrit dans l'Espace de liberté qu'au fond, le rôle historique des écolos aurait été, à leur époque en tout cas, d'avoir, une fois encore, empêché le rassemblement de deux types de gauche. Ce qui m'a valu une lettre voyante de Bernard Westphal, d'ailleurs, qui a trouvé ça plus drôle, effectivement, mais c'est à différentes époques et de différentes manières, c'est finalement le même phénomène qui va se produire chez nous, alors qu'en France, les socialistes, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, vont parvenir à arranger les affaires. En réalité, dans les dirigeants socialistes actuels, en France, il y a très peu il y a très peu de non-catholiques dans les dirigeants socialistes en France. Et en Belgique, ça reste, c'est ce que je vous mettais ici dans la pratique, ça reste très marqué. À ma connaissance, aucun groupe vous la qualifiez comme vous voulez, moi c'est de gauche mon terme préféré, plutôt qu'extrême gauche, etc. Mais aucun, ça n'est pas, parce que je pense que le clivage, il est autre. Et encore, lisez aujourd'hui les tracts, que ce soit des formations trotskistes ou de celle qui est de la formation à la gauche du PS, qui a le plus d'audience aujourd'hui et qui a réussi cette fois à renouer avec des députés, etc. Enfin, à renouer dans le sens à la gauche du PS, de renouer avec quelque chose qui a des députés à sa gauche, qui est le PTB. Lisez leurs textes sur la religion, c'est moins on se mouille dans le dossier, mieux on se porte. Pour des raisons, je pense, profondément idéologiques, la citation de Lénine que je vous mettais, et je reste intimement convaincu, mais ils me diront peut-être que non,
pour des raisons aussi électoralistes, notamment sur Bruxelles. Là, on ne mangera pas l'idée que, notamment sur le voile, à Bruxelles, c'est une position qui est en partie liée, et que ça arrange bien d'avoir le dossier socio-économique, mais ça nous éloigne un tout petit peu du sujet de la conférence de ce soir. Quoique, ça montre bien la ligne. Et je voulais justement rebondir par rapport à ça. Est-ce que la raison pourquoi ils sont aussi plus froids de crier à bas le voile qu'à bas le calotin, est-ce que ce ne serait pas l'Église catholique qui était un pouvoir, qui était majoritaire, et aujourd'hui s'attaquer aux religions, c'est à des minorités qui sont déjà stigmatisées. Et alors, il y a quand même un problème, à mon avis, chez eux à cause de ça, non? Je ne sais pas. Je suis sur cette ligne-là aussi, quand je débat, au sein de la laïcité, on commence sur la question du voile, et notamment sur l'utilisation de la laïcité par certains, et sur... Je vais essayer de rester diplomatique, mais c'est toujours difficile d'être avec moi. C'est pas filmé. Je pense que j'ai une part de la laïcité qui me semble dangereusement être de plus en plus importante, je ne dis pas majoritaire, mais de plus en plus importante. Le discours de la laïcité est en fait un discours purement raciste. Et que le discours de la laïcité permet de couvrir un discours qui est de l'ordre du racisme. Ça, je vais un peu redévelopper. Après l'avoir dit aussi platement, je développerai un peu, mais ça rejoindra ce que tu disais. Donc il y a l'éclairage de Lénine qui reste fort quand même quand on parle de ces groupes-là. Autant Lénine est peut-être plus lu au sein du Parti Socialiste, autant dans les formations autres, ça reste quand même un texte. Que faire reste un texte fondamental pour le PTB, par exemple. Ça reste un des textes qui reste dans la formation, mais grosso modo, Lénine reste là-dessus. C'est sur Staline qu'il y a débat, pas sur Lénine. Avec Trotsky reprend l'héritage de Lénine. Le débat commence entre Trotsky et Staline. Il ne commence pas avec le débat avec Lénine. Les trotskistes acceptent, reprennent l'héritage de Lénine. Donc, cette citation de Lénine, qui donc dit bien que tant qu'il y a l'abrutissement socio-économique, ce n'est pas par des textes et par des conférences qu'on va convaincre les gens que la religion c'est pas bien, mais qu'à un moment donné, ça doit passer d'abord par le socio-économique et puis on peut amener. C'est toujours la prédominance du socio-économique, donc du matérialisme sur l'idéalisme, qui fait à nouveau très simple et à forme de raccourci. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est ce que tu évoquais, et ça, je suis assez sur cette position-là. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes au 19e et que vous vous opposez à l'Église catholique, où on pratique de l'Église catholique, qui est l'Église des dominants, qui est du côté du manche. C'est la caricature. C'est ça. L'Église, elle est tout au-dessus. Elle est clairement de ce côté-là. Je parle bien en Belgique. Hein. Même chez les paysans. Ici et maintenant. Même chez les paysans. Oui, encore. Les classes paysannes, mais encore plus. Mais donc, l'Église catholique contre laquelle se construit cette alliance libéraux, mouvement ouvrier autour de Laval et Calotin, etc., c'est une église de pouvoir, qui est du côté du pouvoir dans le pays et sur le lieu où les gens sont. Quand il y a grève, c'est Van Rooij, en 60, quoi, qui casse le mouvement grève et qui se positionne clairement du côté du pouvoir. Je prends l'exemple contemporain, c'était encore plus fort à l'époque, qui se positionne clairement contre les revendications socio-économiques. Alors qu'aujourd'hui, être sur exactement la reproduction de ce schéma-là envers, par exemple, les musulmans, parce que c'est quand même le cas, en Belgique,
parle pas en Tunisie, je parle pas au Maroc, ouais, je parle en Belgique. Vous êtes objectivement contre des gens qui font partie d'une religion qui n'est pas la religion dominante qui est du côté du pouvoir. Vous êtes face à des gens qui sont de l'autre côté, qui sont bien dominés. C'est pas pour ça qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Sur la laïcité, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas tenir le même discours exactement de la même manière et faire un copier-coller. Ce que je vois apparaître beaucoup trop sur le discours, notamment par rapport à des revendications de type culte, avoir un lieu de culte, etc., envers une religion dominante ou qui a construit, qui a déjà tout, et envers des gens qui n'ont rien, etc. Le débat doit se mener d'une manière différente. C'est pas pour ça que le fond vers quoi on veut aller ne peut pas être le même. Mais mener ça de la même manière, de manière frontale, est une erreur qui balaye quoi? Qui balaye l'analyse de classe. Et qu'elle est là quand même par rapport à dominant et dominé. Et ça, je pense que c'est vraiment un point d'analyse. Mais à nouveau, ça n'excuse, ça ne veut pas dire tout laisser passer et ne pas remettre les choses. Mais allez, je vais prendre un exemple clair. Je vois les laïcs s'exciter, enfin certains laïcs, les laïcs, j'en fais partie, donc ça ne correspond pas, je ne me reconnais pas dans cette laïcité-là, certains laïcs hurler quand on va vous parler qu'il y a une école liée à la religion musulmane, islamique, qui va se mettre en place. Ok, mais si on veut être cohérent, il n'y a plus que l'école officielle, et alors je suis d'accord. Mais stigmatiser sur l'interdiction des écoles musulmanes islamiques, alors qu'il y a des écoles catholiques, il y a des écoles juives, etc., désolé, pour moi, c'est du racisme pur et simple, et c'est une analyse qui fait fi de la situation. Par contre, je suis un défenseur de l'école officielle, donc d'aucune école confessionnelle. Mais on doit être clair, et on doit d'abord s'attaquer à l'école confessionnelle puissante, c'est-à-dire la catholique, et pas taper sur les plus petits qui n'en ont pas encore. C'est là que je trouve qu'il y a une différence dans le discours. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, tu es clair, mais pas en même temps. Monsieur, d'abord, il a pas. Je suis pas 100% d'accord. Je suis tout à fait d'accord que confondre, par exemple, être anti-islam et une forme d'anti-islam qui cache une forme de racisme me dégoûte tout autant que ça, je suis tout à fait d'accord. Mais que commencer à laisser passer des choses sous prétexte qu'ils sont minoritaires, justement, c'est quelque chose qui me pose problème, parce qu'il suffit simplement de comparer la situation d'autres pays. Quand on voit par exemple l'Angleterre qui a, je dois le dire, malheureusement laissé proliférer des écoles coraniques, on voit que ce ne sont pas des lieux où l'égalité entre garçons et filles sont prônées, où il n'y a pas certains cours de sciences qui sont basés sur le Coran et non par les livres de sciences. Et je pense que se méfier de la création d'écoles islamiques n'est pas quelque chose de malsain. Parce qu'il faut se rappeler que l'islam n'est simplement pas le christianisme, à beaucoup d'égards. Et quand on regarde comment l'islam se comporte dans le monde en général, on voit que simplement il n'a pas été dompté et muselé comme l'a été le christianisme dans les pays de l'Europe occidentale. Non mais prenons les trois autres parce que sinon je vais faire d'une part du tac au tac et deux je risque de m'éloigner très fort. Mais je n'évacue, je ne finirai pas la question. Ce n'est qu'un commentaire. Une telle situation force les autorités, quelles qu'elles soient, les penseurs, à attaquer le problème fondamental, le niveau fondamental, celui de l'enseignement chrétien. C'est ça. Oui, parce que sinon, après, il y a des écoles, disons que de plus en plus d'écoles islamiques vont être fondées, et puis ça devient un problème d'ampleur majeure et majeure, simplement parce qu'on a laissé faire une situation qui était à la base problématique. On s'était dit tout au départ, oh, c'est pas grave, c'est une seule école, et puis au final, on se retrouve avec des revendications de plus en plus nombreuses, de plus en plus sectaristes. Et tous les arguments pour pouvoir développer l'école officielle et un enseignement commun. Je suis d'accord sur l'idée que. Non. Sur l'aspect école islamique, je suis d'accord avec vous, il y a des écoles catholiques, mais il ne me semble pas que le mouvement laïque, dans le cadre notamment de présent
Sincèrement, il ne me semble pas qu'il a pris une position très dure là-dessus. C'est plutôt sur des positions qui impliquent la neutralité des services publics. Et là, je pense que le fait que l'islam n'est pas une religion dominante, comme vous l'avez expliqué, il était la religion catholique il y a des années, encore maintenant, il ne me semble pas que c'est un argument pour accepter qu'au niveau des services publics, cette neutralité soit bafouée. Donc ça, c'est autre chose. Sur, par exemple, le voile pour servir dans les communes ou à d'autres endroits dans les services publics, ça ne me paraît pas être une forme déguisée de racisme. Moi, je voudrais, sur ce débat, à revenir, je pense qu'il y a été l'enseignement de la conférence sur socialisme. Et on a dit athéisme, en fait, socialisme et laïcité. C'est cette idée que, résumée par Abba la calotte, on le retrouve dans la tradition du socialisme en Belgique, et que, je pense que tu as bien montré que ça correspondait à une situation particulière où l'Église catholique, représentée politiquement par le pape catholique, qui est au pouvoir pendant 30 ans, 1884 jusqu'à la Première Guerre mondiale, tout seul, mais l'Église catholique représente le pouvoir et le pouvoir soutient l'Église catholique. Donc le combattre, quand on défend les travailleurs qui sont les opprimés, quand on défend les travailleurs opprimés, c'est aussi s'attaquer à cette Église qui contribue à l'abrutissement des travailleurs et qui prône le laisser-faire, l'acceptation de l'oppression. Tout autre est la situation, évidemment, d'autres religions qui ne sont pas combinées au pouvoir en place, et donc le débat va se faire inévitablement. Il revient sur la question de l'actualité, il doit se faire inévitablement en prenant en considération cette idée que la critique que l'on peut faire vis-à-vis d'une religion doit aussi être faite, si on veut rester sur un point de vue socialiste, du point de vue politique et économique, celui du pouvoir et du lien de cette religion au pouvoir. C'est assez, et là je suis assez d'accord sur le racisme qui est en fait un racisme fort masqué et confortable pour certains inconscients, pour d'autres plus conscients, parmi les laïcs, qui avancent les arguments faciles de laïcité, de droits de l'homme, d'humanisme, pour masquer leurs positions, qui sont en fait des positions inassumables, inavouables d'ailleurs, on ne pourrait pas le dire comme telles. Et que, en tant qu'athée, on doit s'en prendre effectivement à l'abrutissement que représente le discours religieux, la religion, mais que ça implique, si l'on veut convaincre, et si l'on veut respecter humaniste la population, qu'il faut prendre en considération que cette critique de la religion ne peut pas être orientée vers les croyants eux-mêmes, et reprendre ce texte très clair de Lénine qui dit on ne peut pas vouloir discuter du paradis dans le ciel et vouloir l'annihiler, le supprimer, mais on doit défendre le paradis sur terre, et c'est seulement dans cette avancée que la religion viendra. Mais tellement, sans faire trop long sur cette question-là, reprendre pour la liaison avec la Belgique de l'époque une citation que je n'avais pas faite, c'est celle que Marx et Engels mettent dans la Belgique État constitutionnel modèle. Ils disent à un moment donné dans ce texte il n'existe qu'un seul petit pays du monde civilisé où les forces armées sont là pour massacrer les ouvriers en grève, où toute grève est saisie avec avidité et malignité comme prétexte pour massacrer officiellement les ouvriers. C'est là que la citation revient sur le sujet d'aujourd'hui. Ce pays unique et béni, c'est la Belgique. L'état modèle du constitutionnalisme continental, ce que je vous disais en 1830, c'est un état modèle. Il y a 1% de la population qui vote et on est dans le dumping social le plus. Enfin, la richesse de la Belgique, c'est du dumping social.
La Belgique est le pays qui a la législation sociale qui arrive le plus tard sur le continent. Derrière la France, derrière l'Allemagne, c'est intéressant de frapper ça, mais je reviens sur la Belgique, l'État modèle du constitutionnalisme continental, le confortable paradis et la chasse gardée des propriétaires fonciers, des capitalistes et des curés. Et la citation dit bien « et des curés » qui les lit tous les trois. Alors simplement sur, par rapport aux interpellations sur la neutralité, etc., dire tout ce qu'on a dit sur le facteur socio-économique, ne pas se tromper dans le discours, prendre en compte que religion dominante ou allié des dominants, religion des dominés, ça n'est pas dire que tout doit être accepté de la part de ceux qui pratiquent une religion dans l'espace public. On est bien sur deux choses. Je pense qu'on peut tenir un discours qui est ferme par rapport à la place de la croyance et des églises en général, quelles qu'elles soient, dans l'espace public, tout en reconnaissant que les pratiquants de ces religions ne sont pas sur le plan socio-économique et d'autres ne sont pas forcément à égalité, que le discours n'est pas le même, et qu'historiquement même, les poids ne sont pas les mêmes. Je parle bien en Belgique. Je tiendrais un autre discours si on était en Égypte. Hein. On est bien d'accord. Mais oui, mais la question se pose différemment. On est en Belgique, et contrairement à certains fantasmes, l'islam n'est pas encore majoritaire en Belgique. Hein. Des fois aussi, des fantasmes courants là-dessus. Mais donc, par rapport à ça, je suis assez d'accord, moi, sur la neutralité, notamment dans la fonction publique. Sur aucun signe. Mais alors, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Je suis toujours, moi je ne suis pas un fonctionnaire public, donc je peux, je n'ai pas à respecter ce genre de choses, mais d'une part, je porte systématiquement mon écharpe rouge autour du cou, et d'autre part, ça pourra encore s'enlever le musulman, et d'autre part, je porte systématiquement le triangle rouge, qui n'est pas une affirmation religieuse, mais qui est une affirmation philosophique forte. C'est le refus des idées d'extrême droite et de la non-tolérance envers les idées d'extrême droite. La question, philosophiquement, alors que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'interdiction pour un fonctionnaire public de tout signe convictionnel intègre ou pas des signes comme le triangle rouge? J'aurais tendance à dire oui. C'est aucun ou c'est tous. Et donc, à partir du moment où c'est aucun, un fonctionnaire n'a pas à porter le triangle rouge non plus. Ni le voile, ni le triangle rouge, rien. C'est la neutralité totale qui doit être appliquée. Ni décoration, ni écusson sur son gilet pare-balles, pour reprendre l'exemple d'un qui a fait le con après, alors qu'il savait très très bien ce qu'il portait. Hein? Ni la rosette. Oui, ni la rosette, etc. Donc ça c'est un point. C'est une conviction. Et deuxième élément, et puis je repasse la parole, deuxième élément là-dessus, c'est sur l'école. Je trouve quand même très significatif tout le discours sur le cours philosophique, dit cours de rien, dit cours... Alors, c'est une conférence en soi, je ne la ferai pas, mais je trouve que le débat par rapport à ça est très très interpellant, notamment le positionnement des écoles catholiques. Et donc, quand on disait par rapport au danger, je ne suis pas sûr. Comment est-ce que vous êtes formulé? Je pense qu'à un moment donné, on demande énormément de garanties à certains qu'on ne demande pas à d'autres. Et à nouveau, on est sur deux poids, deux mesures. Et moi, je trouve qu'on devrait être avec des garanties fermes partout. Je ne suis par exemple pas sûr que dans toutes les écoles catholiques, il n'y a aucune école catholique qui soit ultra claire sur le darwinisme. Par exemple, le darwinisme, je suis persuadé que dans certaines écoles catholiques, le darwinisme n'est pas forcément mis comme c'est comme ça, mais qu'on n'essaye pas de noyer les choses. Et donc, je pense que là, il y a, comme la mixité, et je pourrais parler de la mixité en laïcité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, dans une certaine forme que la laïcité. Mais donc voilà, je pense que là-dessus, et alors, où je veux être clair aussi, je n'ai peut-être pas été assez, quand je dis une forme de laïcité, c'est effectivement la laïcité organisée, officielle, qui n'est pas toute la laïcité en Belgique,
n'a pas pris de position comme celle que je dénonce. Mais en son sein, il y a un discours de certains, il y a propagation, notamment via les réseaux sociaux, de textes émanant de riposte laïque, par exemple. Et désolé, riposte laïque, ce n'est plus de la laïcité qui combat les religions sur le net, c'est du racisme déguisé. Oui, je suis même plus sûr qu'il se déguise. Mais voilà, moi je suis actif sur les réseaux sociaux, je vois quand même régulièrement passer de gens laïcs belges, des trucs de riposte laïque, voilà, ça me dérange fortement. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a effectivement, sur les prises de position officielles, la laïcité ne peut pas être, en Belgique, ne peut pas être accusée de ça, on est bien d'accord. À ma connaissance, en tout cas, mais je peux pas te connaître. Okay. Voilà. Le sujet était à bas la calotte. Ah bah les calotins. Ah bah les calotins. Pas forcément. Pour moi, depuis que je suis jeune, j'ai vu de trois types de calottes. La calotte catholique, la calotte juive, la calotte musulmane. Le problème, je suis contre, c'est que ça engendre la notion de racisme. Donc la religion de l'un par rapport à l'autre engendre une notion de racisme. Et ça me dépasse. J'essaye, en France, d'organiser une conférence entre religion et racisme. J'ai très peu de scientifiques qui osent seulement en parler. Il est évident que l'antisémitisme, à l'origine, est profondément chrétien. Je suis désolé. Et maintenant, l'anti-islamisme concrète aussi le racisme est du fait que ce sont des civilités qui ne sont pas de chez nous, etc. Donc la notion entre religion, toutes les trois calotines, engendre un racisme inextricable depuis des siècles qui nous perfore la société. Et je pense que c'est un sujet de réflexion qu'on devrait avoir un jour. Voilà, je remercie notre ami ici.